pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. C'est la revue de presse du 13 mars 2025. Alors, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Bon, alors, comme vous le savez, les troupes russes sont à Soudja. Bon, ok. Il y a eu une proposition de cessez-le-feu, et il y a quelques minutes, il est 17h30, Vladimir Poutine vient de soutenir la trêve de 30 jours, avec quelques réserves. Mais je suis en train de vous lire la dépêche. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré ce jeudi que son pays était pour une trêve en Ukraine proposée par Washington, tout en émettant quelques réserves et que les questions importantes demeuraient. Quelles questions importantes, c'est à voir. Mais ils acceptent. Chose quand même extraordinaire. Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin, vient de dire que toutes les troupes qui seraient amenées après un cessez-le-feu en Ukraine comme troupes de la paix, entre guillemets, eh bien, seraient considérées comme ennemies de la Russie. C'est ce que le Kremlin a toujours dit, d'ailleurs. Bon, pas de troupes de l'OTAN en Russie après un cessez-le-feu. Or là, ce sont des troupes de l'OTAN, puisque ça pourrait être des troupes françaises ou anglaises. Donc c'est véritablement des troupes de l'OTAN. Nous allons bien voir ce qu'il en est bientôt. Voilà, c'est la revue de presse numéro 465 du 13 mars 2025. Au revoir. Nous leur sommes très reconnaissants à eux tous, car cette action est noble. Elle vise l'arrêt des hostilités et l'arrêt des pertes de vies humaines. Et nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt des hostilités doit être de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable qui durerait longtemps et qui supprimerait les raisons profondes, les causes profondes de cette crise. En ce qui concerne votre question, si l'Ukraine est prête à mettre fin aux hostilités, la rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, si nous regardons extérieurement, peut peut-être ressembler à une prise de décision ukrainienne, mais sous la pression américaine. Mais en réalité, je suis persuadée que la partie ukrainienne aurait dû demander très soigneusement aux Américains de faire de sorte que ça se passe comme cela et en tenant compte des réalités sur le terrain. Alors, ce qui est formidable dans cette affaire, c'est que on nous dit, bon ben voilà, ils ont discuté, ça a duré 8 heures, ils sont tombés d'accord sur quelque chose,
Mais le fond des clauses de cet éventuel accord, personne ne le connaît. On dit il faut un cessez-le-feu de 30 jours, ok, et comment, qu'est-ce que les Russes ont en échange, tout ça, personne n'est au courant de rien. On nous dit il faudra que au cours de ce cessez-le-feu, il y ait des échanges de prisonniers, etc. Bon, très bien, tout ça c'est tout à fait logique, mais il y a toujours pas et les Russes en face, qu'est-ce que vous leur donnez? C'est assez particulier. C'est-à-dire, on vous dit il faut faire un cessez-le-feu, il faudra que pendant ce cessez-le-feu, il se déroule telle ou telle chose. Mais il y a rien, notamment, puisque c'est une des clauses les plus importantes au départ que Poutine a réclamé depuis l'année dernière, c'est que pour que ce cessez-le-feu commence, il faut que tous les oblasts, donc Lugansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson, soient évacués par l'armée ukrainienne, y compris donc les positions qui sont toujours tenues. Je pense notamment toute la rive droite du Dniepr, la ville de Kherson et toute la rive droite du Dniepr, elles doivent être à nouveau évacuées par l'armée ukrainienne, sans combat. De tout ça, il n'est absolument pas question. Donc déjà, il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire qu'on dit oui, il va y avoir un cessez-le-feu, maintenant la balle elle est dans le camp des Russes, mais on ne parle absolument pas à aucun moment des conditions qui sont proposés aux Russes pour se dire, ouais, parce que les Russes leur dire juste, bon, on arrête, hein, on fait une pause de 30 jours, vous échangerez des prisonniers, etc. Il y aura le retour des enfants ukrainiens qui auraient été enlevés, déportés par les Russes, etc. Mais qu'est-ce que vous donnez aux Russes en échange? Il n'y a rien dans le texte. Hein. Je remercie la personne hier sur X qui me l'a partagé dans sa version originale, donc issue de la Maison Blanche. Il n'y a rien qui est proposé en échange à la Russie. C'est en gros, vous acceptez le cessez-le-feu, et puis après on verra. Mais de facto, c'est inacceptable. Il n'y a pas besoin de dire, et là on a vu toute la fourberie, ai-je envie de dire, hein, des Occidentaux et des médias. Ah maintenant la balle elle est dans le camp de Poutine. Mais pardon? Mais vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est en train de gagner la guerre, qui est en position de force, vous pouvez pas lui dire juste, t'acceptes un cessez-le-feu, sans rien lui donner en échange. Alors, il y a deux possibilités. La première, qui serait la plus stupide, c'est qu'il y a effectivement rien à lui proposer en échange, que ce qui est écrit dans le texte de la déclaration commune de Jeddah. Et là, l'envoyé de Trump là qui est arrivé à Moscou hier soir, il va voir le texte, enfin il va donner le texte à Poutine officiellement. Poutine en connaît déjà l'intégralité, mais pour la forme, il va le rencontrer, lui remettre. Poutine va dire tout ça, mon pauvre monsieur, c'est complètement inacceptable. Et puis vous pouvez retourner à Jeddah ou vous pouvez retourner à Washington, terminé. Ou alors, et là c'est peut-être la ruse de Trump, c'est que personne n'a osé balancer médiatiquement et publiquement les conditions qui sont offertes, hein, qui vont en faveur de la Russie, c'est pour ça que j'emploie le mot offert, à la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu. Parce que ça, c'est pas exclu. Il n'est pas à exclure que ce soit effectivement l'envoyé spécial de Trump qui verbalement, ou peut-être même par écrit, mais dans un écrit qui n'est pas publié aujourd'hui par le département d'État, qui disent, voilà, ça c'est la version officielle, ok, mais voilà, à la marge, ce qu'on vous propose. Pour nous, le déploiement d'unités des forces armées d'autres États en Ukraine sous n'importe quel drapeau, qu'il s'agisse de contingents étrangers, de bases militaires ou de certaines opérations de maintien de la paix, proposées par ceux qui ont supprimé les mots maintien de la paix et paix de leur lexique, tout cela signifiera l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays, auquel nous répondrons par tous les moyens disponibles. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Vladimir Poutine, l'homme qui n'est pas pressé, dites-vous. Oui, Vladimir Poutine s'est rendu enfin à Koursk. Il avait mis un treillis sans grade, sans épaulettes, une vareuse à la Zelensky, qui dit à tous ceux qui regardent la télé, je fais la guerre. Et c'est vrai qu'avant un cessez-le-feu, il y a la guerre, forcément. D'habitude, elle redouble quand les diplomates approchent. C'est ce qui se passe dans la région de Koursk. Les Ukrainiens se replient, pas forcément en bon ordre. Ils sont en train de perdre l'un de leurs atouts dans les futures négociations. Hier, Vladimir Poutine avait toute la panoplie du chef de guerre. Les cartes d'état-major, la liste des unités combattantes, les généraux, garde à vous,
auquel il a donné l'ordre de traiter les soldats ukrainiens comme des terroristes et les mercenaires pire encore. C'est sa réponse à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui parlait hier d'échanges de prisonniers. Vladimir Poutine est sous pression, mais il n'est jamais pressé. Les Américains disent que la balle est dans son camp, lui montre que la balle elle est dans le fusil et il tire. Il gagne une bataille et il gagne du temps, mais il est en tenue camouflée. Et ce n'est pas facile de distinguer ses intentions. Oui, Vladimir Poutine ne semble pas prêt à accepter la trêve que lui proposent les Américains. Hier, il menait la bataille. La reconquête de Koursk doit rassurer les ultranationalistes russes qui se sentent d'avance trahis par ses manigances avec Trump. Chaque chose en son temps. Les médiateurs américains sont en route pour le Kremlin. Vladimir Poutine lui-même a un rendez-vous téléphonique avec Donald Trump cette semaine. Ils ont prévu de se retrouver ensuite en Arabie. Et le Kremlin pèse le pour et le contre. Il a autant de raisons d'accepter que de refuser le deal. Alors faisons la liste, Vincent, les raisons russes de dire oui. La trêve doit durer 30 jours, ce n'est pas suffisant pour que l'armée ukrainienne se réorganise, mais ce délai très court permet aux Russes d'arracher un maximum de concessions. Ils ont une liste, la neutralisation de l'Ukraine, une armée réduite au maximum, la tête de Zelensky, que l'Occident s'éloigne. Ils savent aussi que Donald Trump tient à tout prix à imposer la paix, mais ils savent que c'est un partenaire coriace, contrairement à ce que racontent les médias. Il a été beaucoup plus dur avec le Kremlin que George Bush, qu'il a laissé accaparer une partie de la Géorgie, qu'Obama, qu'il a laissé prendre la Crimée, que Biden, qu'il a laissé gagner le Donbass. En cas d'échec des négociations, Donald Trump se vengerait. Il a parlé de nouvelles sanctions financières dévastatrices, il en est capable. Ajoutez à cela que si la paix revient à Kiev, la Russie finira par y retrouver ses habitudes, les partis qu'elle finance, les médias qu'elle corrompt. Cette influence coûte cher, évidemment, mais beaucoup moins qu'une guerre. Et alors les bonnes raisons de dire niet? Elles sont mauvaises, mais elles sont réelles. Démobiliser une armée est toujours un risque pour le pouvoir. Les anciens combattants seront un renfort pour les ultranationalistes. S'ils cessent de dénoncer le complot de l'Occident, eh bien le régime perdra une raison d'être. Enfin, Vladimir Poutine est entouré de bénis oui-oui, qui lui disent qu'il est un génie géopolitique, qui le poussent au crime, ceux qui lui ont fait croire que l'Ukraine allait tomber comme un fruit pourri et qui vont le pousser à obtenir davantage de concessions. Dans tous les cas de figure, le cessez-le-feu sera difficile à mettre en place, la paix encore plus. La guerre dure depuis 11 ans. Vladimir Poutine n'est pas un homme pressé. En tout cas, il va faire la rencontre ce jour de Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Donald Trump, ancien magnat de l'immobilier comme Donald Trump. On en dressera le portrait tout à l'heure, Vincent, dans le journal de 8 heures de ce Steve Witkoff, diplomatie parallèle, diplomatie, la Maison-Blanche. Je pense qu'il y a deux éléments dans ce texte qui a été publié. Il y a d'un côté le cessez-le-feu et de l'autre côté, il y a l'accord américano-ukrainien. Je pense que sur la partie du cessez-le-feu, c'est difficilement acceptable par les Russes et c'est pas, à mon sens, l'aspect le plus important. Ça montre quand même que Zelensky a été amené à obtempérer. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important aux yeux des Américains, et c'est la partie la plus intéressante de ce texte, c'est l'accord sur les minerais. D'après ce que l'on sait, les Américains auraient prévu un système dans lequel ils monétiseraient les ressources minérales ukrainiennes et que finalement c'est les bénéfices tirés de l'extraction qui feraient perdre bien sûr la valeur du stock, mais qui permettraient de financer d'une part la reconstruction de l'Ukraine et d'avoir de l'argent aux Américains. Donc cet accord qui n'avait pas été signé, qui était reporté de semaine en semaine, semble en bonne voie. Et je pense que c'est la principale chose qui intéresse Trump. Et pour moi, il faut séparer ce texte en deux, entre ces deux aspects. Faut-il y voir une réponse au plan de Washington et de Kiev? En tout cas, avec cette visite au ton martial dans la région russe de Koursk, une première depuis que les Ukrainiens y ont lancé une offensive surprise au mois d'août dernier, Vladimir Poutine a montré qu'il n'entendait pas subir la pression exercée par les Américains, pressés d'entamer des pourparlers de paix, mais bien au contraire, vouloir pousser son avantage dans cette région. Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. En position de force et pour discuter des territoires sur la base du front actuel, voilà comment Vladimir Poutine entend arriver à la table des négociations. Non seulement la Crimée et Sébastopol, mais aussi les régions de Lugansk et Donetsk sont inscrites dans la constitution russe, tout comme celles de Kherson et de Zaporijjia. En fait, jusqu'à présent, Poutine n'a fait aucune concession.
Il n'a pas reculé d'un pas. Ses propositions sont connues. Il considère qu'il y a un compromis lorsque la partie adverse accepte toutes ses propositions. C'est ça qu'il appelle un compromis. Face à lui, le chef d'état-major Valéry Gerasimov a assuré au chef du Kremlin que ses troupes avaient repris au total depuis l'été plus de 1100 km² de territoire à l'armée ukrainienne, soit selon lui plus de 86% de la zone précédemment occupée par les forces de Kiev. Et ce jeudi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la reprise de la ville de Soudja, principale conquête ukrainienne dans la région de Koursk. Une situation compliquée pour Kiev, reconnue à demi-mot par Volodymyr Zelensky. Il est très difficile pour nous de combattre un tel ennemi, et c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour notre indépendance, et nous ne reconnaîtrons donc pas les territoires occupés comme faisant partie du territoire de la Fédération de Russie. Succès tactique en août dernier, l'offensive de Koursk, en territoire russe, devait permettre aux Ukrainiens de renverser le rapport de force militaire et diplomatique. Mais depuis les opérations lancées par Moscou en fin de semaine dernière, Kiev serait en train de céder du terrain dans la région, perdant par là même l'un de ses principaux leviers dans le cadre d'éventuelles négociations. Oui, pour moi, c'est évidemment à l'avantage de Kiev, parce que c'est Kiev qui est en très très mauvaise posture et en état d'épuisement avancé au plan militaire sur le terrain. Et donc le cessez-le-feu, à vrai dire, il profite essentiellement à l'Ukraine. Alors, donc, qu'a la Russie à y gagner, si vous voulez? Pour Zelensky, manifestement, le pari, eh bien, c'est en ayant accepté cela officiellement, il se met en posture positive, en posture de l'homme qui voudrait la paix, n'est-ce pas? Il accepte donc cette exigence de Trump. On n'a parlé que de celle-ci. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres qui sont dans les tuyaux ou même qui ont été admises mais dont on ne parle pas. C'est toute la question. Donc il accepte les exigences de Trump. Trump renvoie la balle et le bébé aux Russes en disant que voilà, c'est dans leur camp maintenant et c'est donc eux qui doivent accepter cette extraordinaire concession qu'aurait fait Kiev. Et évidemment, il y a fort à parier, vu toutes les déclarations russes depuis quand même des mois, qu'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours, même avec des négociations en parallèle immédiates sur l'ensemble des éléments d'un accord de paix, ne suffira pas, n'est pas acceptable en l'état, évidemment pour Moscou. Donc l'idée, c'est que la Russie finalement refuse, l'idée d'un Zelensky en acceptant ça, la Russie refuse et on pourra l'accuser de saboter la paix. D'ailleurs, il y a certaines déclarations américaines qui ont été faites sur le thème, bon ben voilà, c'est extraordinaire ce qu'a accepté Kiev, donc maintenant c'est à la Russie de montrer sa bonne volonté, et sinon, si elle ne le montre pas, les Anglais ne sont pas privés de le dire, mais ça veut dire qu'elle bluffe, ça veut dire qu'elle veut la guerre, et ça veut dire donc que la guerre peut continuer. Alors moi je doute que cette option-là soit vraiment sur la table, parce que du coup, hier, en fin de journée, on a eu la réponse à cette demande de cessez-le-feu, une réponse non verbale. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des années, et j'ai pas eu le temps de fouiller parce que c'est arrivé hier soir sur les écrans vers 19h30, 20h, et j'avais autre chose à faire dans la préparation de ce bulletin que de faire une recherche d'archives photographiques, mais je me demande si depuis que Poutine a été élu, ce n'est pas la première fois qu'on le voit en treillis militaire. Je l'ai déjà vu avec des parkas, avec des vestes ou ce genre de choses. Je me souviens de l'avoir vu avec une tenue de pilote là quand il est monté dans un Tupolev. Alors excusez-moi, je vais peut-être me tromper, je sais plus si c'est un Tupolev 22 ou un 95, mais je pense que c'est un 95 l'année dernière. Parce que là, pour être dans un appareil comme ça, avec le vol qu'il a effectué, il fallait qu'il soit en tenue de pilote. Mais en situation de réunion de crise ou ce genre de choses, je ne l'ai jamais vu en treillis complet. Jamais. Là, hier, il est apparu donc dans un poste de commandement. On nous dit que c'est sur l'arrière-front dans l'oblast de Koursk. Il a rencontré bien évidemment Gerasimov, qui n'est toujours pas mort, malgré l'annonce assez prématurée par les services ukrainiens et occidentaux de l'avoir tué, je ne sais pas au cours de combien de frappes, de combien d'attentats, etc. Il est toujours là
Et donc c'est toujours lui le chef d'état-major général de l'armée russe, donc il l'a accueilli. Ils ont fait un point sur la situation, et le fait que Vladimir Poutine apparaisse en treillis, donc en chef de guerre, automatiquement, ça signifie vos propositions de cessez-le-feu, les copains. Non, ça va pas le faire parce que y a rien derrière. Vous nous prenez pour des buses et on va pas se laisser avoir comme on s'est fait avoir avec Minsk 1, Minsk 2. Il y avait des gens hier qui soulignaient, alors que c'est des soutiens de l'Ukraine acharnés, que s'il y avait un cessez-le-feu, ce serait, je crois, presque le 14e ou le 15e, enfin peut-être même un peu plus, hein, j'ai pas gardé exactement le chiffre en tête, mais c'est plus d'une dizaine, il y a déjà eu plus d'une dizaine de cessez-le-feu, et il y en a aucun, bien évidemment, qui n'a été respecté, et principalement par la partie ukrainienne, et surtout avant l'intervention russe de 2022. Donc là, le message qu'envoie Poutine, c'est déjà le message non verbal, votre cessez-le-feu, vous pouvez vous le garder, j'en ai rien à faire, hein, faudra repasser. Et puis ensuite, il y a les propos qui nous sont rapportés, à savoir, premièrement, il faudrait, cher Gerasimov, prévoir de créer une zone tampon dans l'oblast, à la frontière là, hein, de Koursk, pour éviter qu'ils reviennent. Donc en gros, vous allez me prendre Soumy demain matin, parce que c'est de Soumy que tout est parti. Hein. Soumy, c'est le centre logistique, c'est le centre de commandement, c'est le centre névralgique de toute l'opération ukrainienne vers l'oblast de Koursk. Hein, faut pas l'oublier. On parlait avant le 6 août de concentration ukrainienne dans la zone, et on parlait à l'époque aussi du fait que les Russes avaient eux aussi concentré du monde de l'autre côté de la frontière pour attaquer Soumy. Hein. Je vous refais un peu l'historique récent pour que vous oubliez pas l'importance qu'avait Soumy fin juin, début juillet, surtout fin juin, puisqu'on annonçait une attaque russe en direction de Soumy suite à l'attaque de Kharkov au mois de mai. L'armée ukrainienne est en grande difficulté dans ce qu'elle occupe encore du territoire de Koursk. Et en particulier, il y a eu la semaine dernière une opération assez spectaculaire, puisque des soldats russes, un bataillon russe est passé par un pipeline qui ne sert plus à amener du gaz en Europe, et ils ont pris un revers l'armée ukrainienne dans la région de Soudja. Ça a créé une panique avec une retraite massive de soldats ukrainiens qui ont reflué vers Soumy en Ukraine. Donc il reste peu de territoire, mais il reste quand même un abcès de fixation à Soudja. Et effectivement, c'est l'une des ambiguïtés du texte proposé par les Américains et les Ukrainiens de cessez-le-feu, qui parle de geler le conflit sur la ligne où il est actuellement, mais ce qui voudrait dire que la Russie abandonnerait une partie de son territoire d'avant 2014, ce qui évidemment est inacceptable pour Vladimir Poutine. Plus généralement, il y a la question de l'attitude de la Russie face à un cessez-le-feu, puisque les Russes cherchent une paix durable et sont échaudés par les cessez-le-feu signés en 2014 et en 2015 qui ont abouti à Minsk 1 et Minsk 2. Et dernière remarque pour lancer le débat, on a vu quand même, alors on dit avec Trump tout a changé, mais on a vu quand même des éléments de langage communs à l'Union européenne et aux États-Unis, puisque si vous faites des captures d'écran de tous les messages envoyés par Marco Rubio, par Ursula von der Leyen, par Emmanuel Macron et par d'autres, ils ont tous le même élément de langage. Maintenant, la balle est dans le camp de la Russie. La Russie a revendiqué des avancées significatives dans la région de Koursk, s'emparant de plus de 86% de la zone. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Koursk mercredi et a promis de reprendre le reste de la région aux forces ukrainiennes. Vladimir Poutine a également déclaré qu'il envisageait de créer une nouvelle zone tampon pour se prémunir contre d'éventuelles incursions ukrainiennes à l'avenir. Une vidéo diffusée par des journalistes militaires russes montre que les troupes russes sont entrés dans le centre de Soudja, une ville stratégique de Koursk, et ont hissé le drapeau national russe. L'Ukraine a déclaré que ses forces continuaient à mener des opérations à Koursk et qu'elle avait repoussé 33 attaques de l'armée russe. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait
attaqué l'Ukraine avec 133 drones et 3 missiles balistiques, les forces de défense aérienne ukrainiennes ayant abattu 98 d'entre eux. Je ne pense pas que la Russie puisse valider en l'état une proposition de cessez-le-feu qui vise effectivement à, d'une part, s'affaiblir pour la suite et qui la met un peu en porte-à-faux. Donc, et je souscris à ce que vient de dire Eric. Il semble qu'il y ait finalement une espèce d'unité de langage entre les Européens et les Américains. Donc, est-ce que tout ça n'est pas un espèce de marché de dupes qui a fait monter les enchères, qui a fait monter l'anxiété d'une manière générale, parce que les opinions publiques ont peur de la guerre. Et donc maintenant, essayer de piéger finalement la Russie pour qu'elle se retrouve dans le rôle du méchant. Ce serait elle qui ne voudrait pas du cessez-le-feu. Si elle veut pas du cessez-le-feu, elle veut pas de la paix. On assimilera ça comme ça en Occident. Et donc on voit bien qu'on est aussi dans une espèce de guerre psychologique, hein, où il s'agit de faire porter le chapeau aux Russes. Alors ce qui est nouveau, c'est que tout le monde était persuadé qu'il y avait une espèce d'entente entre Trump et Poutine. Moi, j'étais ce matin avec un interlocuteur hongrois, un ami hongrois, qui partage pas forcément mes analyses et mes idées, mais qui disait, Trump est fou, il change d'avis tout le temps, mais il pourra pas revenir en arrière sur cet accord de cessez-le-feu. Bien entendu, derrière, il y a ce fameux accord sur les minerais. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Il n'est pas signé, hein, d'accord, même s'il y a une promesse de le faire. Donc tout ça, c'est pour répondre à Ulrike, sa question initiale. Moi, je pense que d'abord, la situation militaire, elle est en faveur des Russes, c'est indiscutable aujourd'hui, et que cette trêve, si je puis dire, de 30 jours, c'est un nouveau piège pour la Russie, hein, pour résumer les choses. Donc, Rubio a dit donc que c'était à la Russie d'accepter, sinon on verrait qui veut continuer la guerre, du style, si c'est vous les Russes, tant pis. Je pense que les Américains ont peut-être tort de croire, de faire crédit à Zelensky de sa bonne foi, mais enfin, ils le verront peut-être assez tôt eux-mêmes. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais comment est-ce possible? C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis veulent la paix finalement? Est-ce qu'ils ont compris la réalité du terrain militaire déjà? Et est-ce qu'ils ne sont pas en train, en fait, de se tirer une balle dans le pied eux-mêmes? Ou alors, veulent-ils voir jusqu'où Kiev va aller dans les concessions et éventuellement lui faire porter le chapeau, lui faire admettre des choses beaucoup plus douloureuses assez rapidement? Et voilà, alors lui faire porter le chapeau, ça voudrait dire, ça permettrait de l'écarter politiquement, ce qui doit quand même germer dans un certain nombre d'esprits à Washington. Par ailleurs, les États-Unis ont quand même dit, et c'est là que cette nouvelle est peut-être une nouvelle pas si mauvaise malgré tout sur le temps moyen et voire long de cette négociation qui va être compliquée, les États-Unis ont quand même dit qu'ils ne voulaient plus entendre parler d'un retour, d'une volonté ukrainienne de revenir aux frontières de 2014 et même de 2022. Dans la nuit, on a assisté à une frappe monumentale sur le territoire ukrainien, hein, à coups d'Iskander, de drones, hein, et de FAB, hein, sur les parties les plus proches du territoire russe. Puisque les FAB, c'est jusqu'à 70 km depuis l'appareil qui les largue. Donc voilà, Soumy, Kherson, Mykolaïv, Odessa, Dniepro, Zaporizhzhia, Kiev, Tcherkassy, voilà, il y en a eu pour malheureusement tout le monde. Donc on voit bien que la Russie reste ferme, qu'elle a décidé d'aller jusqu'au bout, tant qu'au niveau diplomatique, on lui offrait pas ce qu'elle voulait. Le drapeau russe flotte à nouveau sur plusieurs localités de la région de Koursk. Moscou cherche à récupérer au plus vite le maximum de ces territoires occupés par l'Ukraine. Jouer la montre, gagner du temps avant de répondre à la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours. Des Russes sur lesquels le secrétaire d'État américain met une certaine pression.
Si la réponse des Russes est oui, alors nous avons fait de réels progrès avec une chance de paix. Si c'est non, c'est malheureux et cela rend leurs intentions claires. Il s'agit de respecter un cessez-le-feu provisoire, mais complet. Une interruption des hostilités aériennes, maritimes, mais aussi sur la ligne de front. Le président ukrainien a accepté ce principe. Et il pense que les États-Unis puniront Moscou si Vladimir Poutine refuse. Je ne connais pas encore les détails, mais nous discutons avec les Américains de sanctions en conséquence et du renforcement de l'Ukraine. Donald Trump annonce que des négociateurs américains sont en route pour Moscou et il a quelques menaces envers la Russie à peine voilées. Il y a des choses à faire qui ne seraient pas agréables sur le plan financier. Je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie. Après le clash dans le bureau ovale, le président ukrainien revient dans le jeu diplomatique. Il n'a pas obtenu de garantie de sécurité pour son pays, mais les Américains ont repris leur livraison d'armes et ils partagent à nouveau leurs renseignements. Pendant ce temps, le Kremlin dit attendre la proposition détaillée des États-Unis. Donc, Souja, hier, 60% à midi, probablement 80% sous le contrôle russe hier soir. Vous voyez la R200 qui est donc en turquoise avec cette zone qui est assurée avec ces icônes d'explosion où on voit que c'est pris sous les feux, notamment des drones russes, de l'aviation, de l'artillerie en permanence. Au niveau des pertes, les Russes disent avoir éliminé, donc pour moi, quelqu'un qui a été éliminé, c'est le terme anglais, eliminated, c'est des gens qui ont été tués, c'est pas des gens qui ont été blessés ou faits prisonniers, c'est les tués. Jusqu'à 260 soldats ukrainiens, un char, 3 véhicules de combat d'infanterie, 3 personal carrier transport de troupes, je vais y arriver, 10 véhicules blindés, 8 véhicules motorisés et 3 pièces d'artillerie. Poutine, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il prend en compte la réalité de la situation. Il y a l'article 5 de l'OTAN. Il ne va jamais transgresser l'article 5 pour provoquer la guerre mondiale et les réactions de l'Occident. Alors sans aller jusqu'à sur ce plan-là, il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Oui, bien sûr. Il a réussi à avaler la Crimée. Elle est toujours ukrainienne, mais enfin ça fait 11 ans que ça dure. Bon, il y aura des négociations d'ailleurs sur le terrain. Vous savez, Dieu sait que. Est-ce que sa logique sera quand même d'avancer tant qu'il peut, dès qu'il y a une occasion de la saisir? Je ne crois pas. Je pense que s'il y a l'accord, que je souhaite maintenant, l'accord dans le style un peu de la... vous savez que je suis partisan de l'accord dans le style de neutralité de l'Autriche. Je suis partisan de l'entrée de l'Ukraine avec les garanties nécessaires sur la sécurité. Et dans ce cas-là, ce sera une nouvelle configuration. Et après, il faudra se déployer parce que on a poussé la Russie dans le bras de la Chine. On a dit que la Russie doit oublier l'Europe. Il faudra petit à petit renouer les contacts. Et je souhaite tellement que la France joue son rôle sur ce plan-là avec une grande tradition francophile que je suis. Secteur de Chassovyar, puisque là, Chassovyar, alors là, ça c'est marrant, c'est là qu'on voit un peu la façon de fonctionner de certains commentateurs sur nos vidéos ou sur nos différents canaux. Vous voyez la belle zone jaune-orangée reprise par l'armée russe hier. Là, il n'y a personne qui m'a interpellé en disant « Ah Sylvain, au nord de Chassovyar, les Russes, ils avancent, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, là par contre, j'ai pas vu ce genre de commentaires. Par contre, vous voyez, le terrain conquis est quand même assez significatif. Voilà, c'est pour, encore une fois, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, parce que ça a créé du coup une nouvelle tête de pont dans le secteur de Markovka, pardon. C'est à la pointe de la deuxième flèche quand on part du haut de la carte, où là donc l'armée russe a réussi à traverser le canal, l'espèce de ligne de coupure un peu rectiligne qui descend vers Chassovyar, c'est le canal du Seversky Donetsk, et donc là les Russes ont réussi à créer une nouvelle tête de pont de l'autre côté du canal, donc ça risque de leur servir pour mener d'autres opérations offensives que celles qui mènent à Chassovyar pour déborder les défenses ukrainiennes. Et ça peut
si les Russes investissent du monde dans cette tête de pont, ça peut modifier le cours des opérations dans le secteur. Je vous rappelle que le but, en prenant Chassovyar, c'est de pouvoir ensuite fondre vers le sud en direction de Kostiantynivka, qui est l'un des deux grands poumons de la défense ukrainienne dans le nord du Donbass. Au départ de Cap Canaveral en Floride, le vaisseau Dragon de l'entreprise SpaceX reste finalement cloué au sol. La mission habitée a été reportée pour cause d'incidents techniques. Il faudra donc attendre quelques jours de plus pour Suni Williams et Butch Wilmore avant de retrouver la terre ferme. Les voici le 5 juin dernier. Ces deux astronautes chevronnés s'envolaient pour une mission de 8 jours sur l'ISS. 9 mois plus tard, ils y sont toujours. Le vaisseau Starliner de Boeing qui devait les ramener a présenté des défaillances. Il a fait le voyage retour à vide. Lorsqu'on repousse les limites et qu'on réalise des expériences inédites avec des engins spatiaux comme Starliner, on découvre des failles. Et dans ce cas précis, nous avons découvert des failles qui nous empêchaient de retourner à bord. Bloqués depuis des mois, les péripéties de ces deux astronautes passionnent les États-Unis. Le feuilleton a même désormais un volet politique. Donald Trump et son grand allié Elon Musk, patron de SpaceX, reprochent à l'ancienne administration de Joe Biden de les avoir abandonnés à leur sort. La NASA, de son côté, a toujours affirmé que l'objectif était de les rapatrier sains et saufs. Alors, arrestation de l'étudiant palestinien Mahmoud Khalil par l'immigration aux États-Unis, ça fait jaser. Ça fait jaser pour de bonnes raisons parce que là, l'administration Trump est en train de se mettre en porte-à-faux avec le discours qu'il a porté à sa victoire électorale en novembre dernier. Alors, c'est un étudiant qui a fait sa maîtrise à Columbia, qui, on le sait, est une des universités où ça a le plus brassé le printemps dernier avec des manifestations nombreuses, occupation aussi du campus par certains palestiniens, pro-palestiniens, contre donc ce qui était montré du doigt comme étant les exactions d'Israël à Gaza. Il est donc détenteur d'une carte verte. Il n'est absolument pas illégalement sur le territoire américain. Je crois aussi, mais sous réserve, qu'il est marié à une Américaine. Pour autant, n'est pas citoyen américain. A été arrêté par les autorités de l'immigration au New Jersey, expulsé du New Jersey et enfermé en Louisiane, donc très loin de son avocat, de ceux qui pourraient le représenter. À ce jour, en date de maintenant, en fait, il n'avait pas pu avoir ses avocats de contact avec lui. Et officiellement, ce qu'on dit, c'est qu'il a une parole défectueuse. Il a distribué des dépliants, des pamphlets même pro-palestiniens, peut-être même pro-Hamas. Or, le cas de Khalil est moins intéressant que le principe qu'il incarne. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. C'est qu'aux États-Unis, le premier amendement permet beaucoup de choses. La liberté d'expression est un des creusets fondamentaux de ce qui fait le pacte américain. Tu peux nier le génocide, tu peux le faire en criant dans un haut-parleur à Times Square, tu ne seras jamais arrêté pour parole fautive. Alors, il y a certains qui s'indignent de ça, mais c'est ce qui a fait l'Amérique, c'est ce qui en fait, je pense, aussi toute la puissance, parce qu'on peut comparer, par exemple, en termes d'antisémitisme, et c'est évidemment en creux ce qu'on reproche à Khalil, qui serait à porter une parole antisémite. Si tu compares l'Europe, ou des règles beaucoup plus fermes sur les enjeux d'antisémitisme, et les États-Unis, où toutes les paroles sont à peu près tolérées, je dis bien à peu près, parce qu'il y a des exceptions, l'incitation à la violence en est une. En Europe, tu peux pas dire qu'il y a moins d'incidents antisémites qu'il y en a aux États-Unis. S'il y a quelque chose, la parole bridée européenne engendre, puis je dis européen, je pense aux Anglais et aux Français très particulièrement, parce qu'il y a des lois qui encadrent même le discours sur la Shoah. Il est illégal d'être négationniste sur la question de la Shoah, donc de l'extermination des Juifs en Allemagne et ailleurs en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, d'avoir rendu illégal ce discours ne fait pas qu'il y ait plus d'antisémitisme, peut-être qu'on pourrait même dire, bien au contraire. Comme c'est le cas depuis maintenant près d'une semaine, la bande de Gaza est dans une situation humanitaire qui est à nouveau très grave et très difficile, puisque on l'a expliqué lundi, l'aide alimentaire n'entre plus par le sud de la bande de Gaza via l'Égypte, et l'électricité a été coupée, ce qui fait qu'on commence à avoir à nouveau des victimes de la faim,
c'est absolument fou qu'on en soit revenu à la situation dans laquelle on était sur le plan humanitaire il y a quelques mois encore. C'est absolument inacceptable. Et comme d'habitude, vous avez bien sûr suivi ça. Il y a des bombardements russes qui ont touché des civils ces derniers jours. Eh bien là, c'est terrifiant. Ça fait l'objet d'informations sur les chaînes habituelles, LCU et compagnie. Et puis là, par contre, la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, c'est passé pour perte et profit. Ça, il faut le souligner. Ensuite, alors sur le plan diplomatique, il y a toujours rien qui sort des discussions, parce que je n'ai cessé de le dire. C'est pas parce que vous avez les feux de la rampe qui sont braqués sur Jeddah et la réunion entre les Ukrainiens et Marc Rubio qui se déroule que à Doha notamment les pourparlers entre Américains et le Hamas et entre le Hamas et les Israéliens ne se poursuivent pas. Mais pour le moment, ça ne débouche toujours sur rien. Les opérations, la grande opération de sécurité, entre guillemets, israélienne se poursuit en Cisjordanie. On a encore eu plus de 20 personnes qui ont été arrêtées pour la journée d'hier. Donc voilà, toujours pareil, toujours encore une fois dans le silence le plus assourdissant des médias de grand chemin. Simultanément, on continue de voir l'armée israélienne violer tous les accords de cessez-le-feu du côté de la frontière libanaise, où elle maintient sa présence dans 5 zones frontalières. Il y a des drones israéliens qui ne cesse donc de survoler le territoire libanais et notamment au-dessus de Beyrouth et dans toute la partie sud du pays, là où se trouvent les positions où sont censées être les positions du Hezbollah. Donc on voit bien qu'encore une fois, Israël fait ce qu'il veut partout et que ça ne dérange absolument personne. C'est que Ansar Allah au Yémen a annoncé la reprise des attaques de navires en mer Rouge, c'est-à-dire que puisque les Israéliens ont décidé de refaire le blocus de Gaza, eh bien ils ont décidé de refaire, alors on va pas dire un blocus parce qu'ils n'empêchent pas tous les navires de passer, ils en ont pas les moyens militaires, mais la menace qu'ils font peser sur le secteur est suffisante pour détourner, on en avait suffisamment parlé l'année dernière, une partie du trafic commercial qui est obligé de faire le tour de l'Afrique, ne l'oublions pas. Les opérations d'Ansar Allah empêchent un nombre incalculable de navires de passer par le canal de Suez pour rallier la Méditerranée. Donc voilà, on va voir ce qui va donc en découler en termes de tirs de missiles anti-navires ou ce genre de choses dans les jours qui viennent. Tous les accrochages qu'il y a dans le nord du pays entre la zone contrôlée par les Kurdes en orange et la zone en vert fluo, un petit peu vert émeraude, contrôlée par les partisans pro-turcs. Les Syriens pro-turcs, ça continue, et ça, là encore, c'est dans le silence le plus complet. Et alors là, la grande nouveauté, alors tout d'abord, il y a l'hypocrisie de Monsieur Al-Joulani, Monsieur Al-Chara, puisqu'il a changé son nom, c'est de dire à ces bouchers, à ces massacreurs, d'arrêter de se filmer. Parce que ça veut pas, on a bien compris, le but c'est pas d'arrêter de massacrer, d'égorger, de tuer des gosses, de violer des femmes, etc. Non, le but c'est d'arrêter de filmer parce que, bien évidemment, ça se retrouve sur les réseaux et ça porte préjudice à l'image du nouveau régime. Alors, il y a les indignations de façade de Monsieur Barrot, de Monsieur Macron, après qu'ils aient l'un ciré les pompes d'Al-Joulani puis l'autre qui l'invite à l'Élysée. Mais au final, ça ne débouche sur rien. Je rappelle le communiqué de l'Union européenne qui renvoie ces gens-là dos à dos. Et la grande nouveauté de l'actualité d'hier, c'est que des dirigeants alaouites en Syrie, donc des gens qui ont soutenu le régime de Bachar el-Assad et de son père pendant presque 50 ans, auraient fait appel à Israël et directement à Netanyahou pour obtenir la protection des Israéliens de leur minorité. Alors là, ça c'est quelque chose, à mon avis, qui va bouleverser l'équilibre régional, dans l'équilibre fragile de la région, très fragile de la région, dans les jours qui viennent.
le communiqué que ces gens-là ont fait passer à Netanyahou, en substance, il dit après la chute du régime d'Assad et suite aux massacres qui ont eu lieu dans les zones alaouites contre notre peuple, nous appelons le gouvernement israélien à fournir protection, assistance et soutien. Une lettre urgente des dirigeants alaouites de Syrie adressée à Israël. Après les massacres perpétrés dans l'ouest du pays contre des civils alaouites et chrétiens, ils implorent l'aide de Jérusalem. Nous disons à l'État juif, nous vous tendons la main et serons vos meilleurs et plus fidèles amis afin que vous puissiez nous délivrer de ce régime islamique extrémiste qui deviendra un lieu de formation et de préparation de groupes qui, dans le passé, ont commencé leur lutte contre vous. Nous demandons à Tzahal de déplacer ses avions et ses forces pour nous protéger. Nous demandons au ministère israélien de la Défense de diriger ses navires de guerre vers la côte. Nous demandons au ministère israélien des Affaires étrangères de soulever la question des crimes contre les Alaouites au niveau international. À Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar souligne aujourd'hui les dangers du régime d'Al-Jolani lors d'une rencontre avec son homologue luxembourgeois. Il prévient, ce qui s'est passé en Syrie ne se reproduira pas à la frontière avec Israël, malgré la présence de milliers de membres du Hamas et du djihad islamique, désireux de créer un autre front contre Israël. Dans une publication en arabe, Israël ne cache pas son opinion. Al-Jolani et ses hommes étaient et restent des djihadistes, même s'ils portent désormais des costumes. Cette semaine, les masques sont tombés. Un discours critiqué par le principal intéressé qui évoque la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban. Ce sont des bêtises, ce sont les derniers à pouvoir parler. Message communiqué par le ministre de la Défense Israël Katz la veille. Israël autorisera bientôt les Druzes syriens à entrer en Israël pour travailler sur le plateau du Golan, dans l'idée de continuer à protéger cette communauté contre toute menace. Ces derniers jours, presque 1 millier de civils ont été massacrés par des soutiens du régime dans l'ouest de la Syrie. Le dirigeant syrien, chef d'Ayat Tahrir al-Sham, a pointé du doigt les restes de l'ancien gouvernement et fait part de son intention de créer des commissions d'enquête pour punir les responsables. La communauté internationale attend des enquêtes transparentes et impartiales. Là, c'est quelque chose qui marque un basculement, parce que les Alaouites, ils ont été identifiés aussi par les Israéliens depuis que Hafez el-Assad a pris le pouvoir comme étant un soutien indéfectible du régime baassiste syrien. Et là, face au massacre et face à l'indifférence dans laquelle le reste du monde les place, eh bien, ils font appel à Israël officiellement. C'est absolument clé, parce que comme l'avait dit Israël par rapport à ce qui s'était passé avec les Druzes, qu'il s'autoriserait à frapper HTS Ayat Tahrir al-Sham si les accrochages reprenaient et les exactions reprenaient contre les Druzes, on peut se retrouver dans la même situation demain. C'est-à-dire que, vu que pour les Israéliens, mettre un pied un peu plus loin encore en territoire syrien, c'est une aubaine, eh bien là, cette histoire-là risque d'être l'aubaine des aubaines. Actualité africaine à présent, des pourparlers à venir entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Jusqu'ici, le président Tshisekedi s'y refusait. Annonce de la médiation angolaise. Les discussions pourraient débuter dès la semaine prochaine. Écoutez depuis Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. L'annonce fait la une des journaux à Kinshasa, comme celle du Forum des As qui titre vers des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Alors pour l'instant, l'Angola a affirmé que des contacts vont être établis avec le M23 dans le but d'ouvrir des négociations directes dans les prochains jours. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, nous a affirmé que la RDC prend acte de cette initiative prise par l'Angola. La prudence est donc de mise du côté des autorités congolaises, car cette annonce a surpris l'opinion publique. La presse nationale parle même de tournant décisif, car jusqu'ici, le président Félix Tshisekedi a toujours refusé des négociations directes avec le M23 qu'il qualifie de terroriste. C'est un pas important, parce que la posture de Kinshasa était un frein important dans la négociation. C'est un pas important qui permet d'ouvrir des perspectives de négociation. Depuis les résolutions, on ne sentait pas les choses bouger. Donc là, on a aujourd'hui une perspective qui permet déjà de geler le front et de permettre d'aborder plus sereinement les négociations. Ce retournement nous ramène pratiquement au 15 décembre, au moment où la tripartite avait échoué. Malheureusement, aujourd'hui, on a un 23 qui vient avec plus d'envergure parce qu'ils vont négocier en position de force, alors qu'au 15 décembre, on aurait pu aboutir au même résultat
avec moins de dégâts et moins de casse. Depuis plusieurs semaines, la communauté internationale, comme une partie de la classe politique congolaise, poussait à la reprise des discussions, d'autant que sur le terrain, le M23, soutenu par des troupes rwandaises, a mené des offensives pour prendre le contrôle des deux capitales provinciales, Goma et Bukavu. Alors cette annonce est une lueur d'espoir pour les processus régionaux de médiation qui jusque-là n'ont pas eu de réels résultats. La guerre en Ukraine et le désengagement américain qui ont fait sauter en Allemagne le tabou de l'austérité budgétaire. Anne Maillan vous retrouve à Berlin. Bonjour Anne. Le gouvernement allemand veut se réarmer massivement. On évoquait à l'instant les sujets de débat ici en France. Est-ce qu'en Allemagne, le sujet fait consensus ? Oui, effectivement, le futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, souhaite investir massivement dans les infrastructures et surtout la défense. L'objectif étant d'injecter environ 100 milliards d'euros par an dans le renforcement de l'armée allemande ces prochaines années. Mais pour y parvenir, eh bien, il faut effectivement faire sauter le frein à l'endettement constitutionnel. Et ça passe forcément par le Parlement et une majorité des 2/3. Les conservateurs de Friedrich Merz et les sociodémocrates qui veulent former un gouvernement ont donc demandé aux députés sortants de revenir en salle plénière dès aujourd'hui pour se pencher sur cette réforme du frein à l'endettement. Alors a priori, il y aura une majorité car ils pourront également compter sur les écologistes qui sont également des fervents soutiens de l'Ukraine et du renforcement de la défense. Mais les Verts pourraient faire monter les enchères et tenter d'obtenir en échange de leur vote un certain nombre de mesures qu'ils ont portées pendant la campagne électorale. En tout cas, les débats promettent d'être animés aujourd'hui au Parlement. Friedrich Merz devra faire certainement un certain nombre de concessions car il a besoin de cette manne financière pour mettre sur pied son gouvernement avec les sociodémocrates. Les négociations en vue de la formation de ce gouvernement vont également commencer aujourd'hui en marge de la session parlementaire. Plus de 250 personnes issues de l'Union chrétienne démocrate et des sociodémocrates vont plancher ces prochaines semaines sur le contrat de coalition avec un objectif, former un gouvernement et faire élire le nouveau chancelier Friedrich Merz autour du 23 avril. Anne Maillet à Berlin. Alors en ce qui concerne la situation en Roumanie, on a assisté donc bien évidemment à des protestations contre la décision inique d'évacuer, d'écarter Georgescu de la course à la présidentielle. Mais on a vu quelque chose d'assez singulier dans le paysage de la grande famille des souverainistes européens, puisque d'un côté le politicien George Simion, donc qui est à la tête du parti Alliance pour l'Union des Roumains, et Anna Maria Gavrila qui elle dirige le parti des Jeunes, ils ont annoncé quelque chose d'assez singulier. C'est leur intention de se présenter à la présidence. Si leurs candidatures sont approuvées, l'un des deux se retirera pour soutenir l'autre, de telle sorte à ce que vraisemblablement ils puissent ensuite, si ils atteignent bien évidemment le poste de président, nommer Georgescu comme Premier ministre. Hein. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire bon, vous nous avez pris pour des idiots, il y a un grand élan populaire derrière la candidature de Georgescu, on va pas laisser tomber le peuple roumain, donc on va essayer de trouver quelque chose pour sortir, si possible, par le haut de cette situation. Georgescu accuse la France d'avoir joué un rôle dans la décision de la Cour suprême, hein. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a l'ambassadeur de France qui est intervenu dans toute cette histoire, mandaté par Macron, auprès directement du président de la Cour suprême pour lui dire il faut absolument pas invalider la décision qui avait été prise pour que Georgescu n'ait pas le droit de participer à la présidentielle. Donc ça, c'est assez grave et ça va dans le sens de ce qu'on dit depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire que c'est bien l'Union européenne et ses piliers, dont la France, qui sont à la manœuvre pour empêcher le peuple roumain d'avoir
le candidat qu'elle veut et d'avoir la politique qu'elle souhaite, c'est-à-dire une politique qui soit contre l'OTAN, contre l'Union européenne et qui soit favorable à la paix, notamment avec l'Ukraine. Voilà. C'est-à-dire que là, d'un côté, la guerre en Ukraine va justifier le fait de nous faire les poches et de notre épargne en particulier, et l'affaire roumaine, elle, va leur servir pour mettre en place des dispositifs pour empêcher, pour vider le caractère encore un peu plus, parce qu'il est déjà bien vide, mais vider encore un peu plus le caractère démocratique de l'élection présidentielle en France. Dans le ciel de Sarajevo, le ballet des avions et des hélicoptères militaires se poursuit. Sur le tarmac de l'aéroport, ces derniers jours, l'activité est plus intense que d'habitude. En cause, un regain de tension en Bosnie-Herzégovine qui a poussé la force européenne de maintien de la paix, EUFOR, à annoncer l'envoi de renforts dans ce pays des Balkans. Les soldats viennent essentiellement de 3 endroits, l'Italie, la Roumanie et la République tchèque. Ils s'ajoutent aux 1500 membres de l'EUFOR, déjà présents sur place depuis 2004. Près de 30 ans après la fin de la guerre, qui a duré de 1992 à 1995, les tensions en Bosnie restent vives. En vertu d'un accord de paix, l'essentiel du pouvoir est entre les mains de 2 entités reliées par un faible État central, l'une dirigée par des Serbes, l'autre croato-bosniaque. Il y a quelques jours, après une série de lois séparatistes adoptées par l'entité serbe, les autorités centrales ont ordonné la condamnation du chef des Serbes de Bosnie. À partir du 1er avril, l'Union européenne imposera des droits de douane compensatoires sur des marchandises américaines pour une valeur de 28 milliards de dollars. Cette riposte intervient le jour même de l'entrée en vigueur des prélèvements de 25% imposés par le président américain Donald Trump sur l'ensemble de l'acier et de l'aluminium de l'Union européenne. En plus de ces mesures, l'Union européenne a indiqué qu'elle imposerait des droits de douane sur 19 milliards de dollars supplémentaires de marchandises américaines vers la mi-avril afin d'égaler la valeur des échanges commerciaux impactés par les droits de douane américains. Les nouvelles cibles pourraient inclure les produits industriels et agricoles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne avait commencé à reprendre les négociations commerciales et qu'elle était prête à engager un dialogue constructif avec les États-Unis. Et puisque je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui ont le courage d'envoyer les Ukrainiens au front, moi je vous encouragerai à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous avez des suppléants, démissionnez quand nous rentrons en guerre et allez au front. Allez passer une seule nuit dans une tranchée, dans la neige, sous les balles. Et enfin, vous pourrez donner des leçons. Vous pourrez donner des leçons aux Ukrainiens et à tous ceux qui se battent pour la liberté. Je vous remercie. Dans 1h30 au ministère des Armées, François Bayrou rejoindra Sébastien Lecornu et les présidents des groupes parlementaires. L'objectif, Arthur Delaborde, les informer sur la situation militaire en Ukraine et les menaces pesant sur la France. Effectivement, dans l'esprit du ministre des Armées qui a initié cette réunion avant que François Bayrou ne décide finalement d'y participer, il s'agit d'éclairer les responsables politiques pour ne pas les laisser trop loin des réalités du monde. Ils pourront directement échanger tout à l'heure avec des représentants de l'état-major des armées et des services de renseignement, comme l'explique Sébastien Lecornu sur TF1. Je pense que c'est sain dans une démocratie, qu'on objective un tout petit peu ce qui se passe et surtout qu'on rende à la technique, à l'expertise, ce qui appartient à la technique et à l'expertise. Je vois bien, pour être honnête, quand on parle de la menace russe, quand c'est un politique qui le dit, il y a toujours une petite suspicion. J'ai vu la presse, comme dirait l'autre. Bon, quand c'est la DGSE qui le dit, on ne peut pas suspecter de mentir. L'exécutif espère donc créer des consensus et imposer son récit sur le rôle de la France dans le dossier ukrainien. Sébastien Lecornu dit d'ailleurs croire que l'union nationale autour de nos forces armées est possible. Pour autant, à la sortie d'une réunion du même type organisée il y a 3 semaines autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée, les chefs de parti étaient apparus divisés sur des questions majeures comme l'éventuel envoi de troupes en Ukraine. Pour 288 contre 54, l'Assemblée nationale a adopté
Le score est sans appel, mais il ne rend pas compte des tensions et des débats houleux qui ont jalonné la séance. Les députés macronistes, socialistes, écologistes et des partis de droite, les Républicains et Horizon ont voté pour. La France Insoumise et des députés communistes ont voté contre. Le Rassemblement national s'est abstenu. La résolution a essentiellement une portée symbolique et sert à envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Entrons ensemble dans l'histoire, disons non au fascisme sur notre continent et à son retour, non aux dirigeants d'un autre siècle avec leur plan d'expansion que nous pensions ranger au plus profond des heures sombres dans nos livres d'histoire. Au final, la résolution propose d'inviter l'Union européenne à bâtir une défense européenne indépendante, d'accompagner l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est la raison de l'abstention du RN, de mettre fin à l'importation de gaz russe par les pays de l'Union européenne et d'étudier l'éventualité d'un déploiement de forces européennes, y compris françaises, en Ukraine en cas d'accord de paix, des points jugés bellicistes par certains députés. La France n'est pas en guerre militairement avec la Russie, l'Europe non plus. Présenter la situation actuelle de cette manière de la part du président de la République est une dramatisation de la menace que représente la Russie. La seule raison, effrayer la population pour préparer les esprits à la guerre. Un autre sujet s'est particulièrement imposé par amendement, celui de l'utilisation des avoirs russes gelés alors que les appels en faveur de leur saisie se multiplient en Europe. Je défends la saisie et l'utilisation des avoirs gelés de la Russie, les 209 milliards qui sont aujourd'hui en Europe, et je propose que nous les affections à la résistance ukrainienne. La question de la légalité internationale d'une telle décision n'est pas tranchée, sans compter le précédent économique que cela représenterait pour les investisseurs étrangers. Le président de la République et le Premier ministre restent opposés à cette option, mais ont demandé au ministre de l'économie d'étudier plus en profondeur les conséquences d'une telle mesure. Général, vous parlez français. Le retour dans l'organisation militaire intégrée en 2008 nous a rendus plus dépendants, sans qu'on ait de contrepartie en matière de commandement et de rôle plus important dans l'Alliance. Pour le reste, notre dépendance, elle est de plus en plus forte progressivement. On l'a vu en 2003 lorsque les Américains ont retardé les livraisons de pièces de rechange pour les catapultes que nous avons sur les porte-avions que nous avions sur le porte-avions. Nous sommes probablement les moins dépendants, mais c'est vrai aussi que le rachat d'Alstom en 2014 par les Américains a amené le fait que nous ayons un accroissement de la dépendance, aussi bien d'ailleurs sur nos centrales nucléaires civiles que sur un certain nombre de nos bâtiments qui utilisent des turbines ou des turboréducteurs d'Alstom. Alors, les réactions à l'époque des gens de la marine, c'est de dire on est déjà tellement dépendants sur ce point que le fait qu'il y en ait un peu plus, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est de toute façon extrêmement préoccupant. Disons qu'on a toujours une marge de manœuvre, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens qui sont totalement dépendants. Le F-35 est très symptomatique. C'est un avion qui est conçu dès le début pour les opérations conjointes de l'OTAN, pour les systèmes de commandement de l'OTAN. Donc tous ceux qui ont du F-35 sont dans les mains américaines pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un certain nombre de chiffres sont sortis dans le rapport du CIPRI, où on voit que les 2/3 des achats d'armement des pays de l'Union européenne sont des achats d'armement américains. Un peu moins des 2/3, je crois que c'est 64%. La France, qui est le deuxième à égalité avec la Corée, représente 6,5%. Les Israéliens, 3,9%. Donc, avant que ces choses-là ne changent, il coulera de l'eau sous les ponts. Puis je dirais que dans un deuxième temps, ce qui se produira, c'est une concurrence acharnée entre les Européens. On le voit déjà avec les Allemands qui systématiquement essaient d'imposer leur position et leur matériel sur le plan de l'armement terrestre. Nos amis italiens viennent de signer un accord avec les Turcs de Bayraktar, ce qui est quand même un vrai problème vu la menace que pourrait représenter à terme la Turquie en Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est surprenant de la part des Italiens qui nous avaient soutenus dans la crise des frégates au large des côtes libyennes. Donc, ce réarmement européen, il profitera d'abord à l'industrie américaine, et je pense qu'il affaiblira un peu plus nos pôles industriels, parce qu'on sait très bien que la coopération est toujours difficile, longue et coûteuse, et qu'on sera dépassé par ceux qui ont déjà des matériels sur étagère. On a donc beaucoup parlé ces derniers jours de l'idée de mettre l'Europe sous un parapluie nucléaire français, c'est-à-dire en fait de proposer à nos voisins de les protéger d'une éventuelle menace via notre dissuasion nucléaire. Et selon vos informations, François, la France réfléchirait à faire participer financièrement les pays qui en seraient bénéficiaires. Oui, vous l'avez dit, la France réfléchit à l'idée d'étendre ce parapluie nucléaire à l'Europe
en cas de retrait d'Europe, bien sûr, de la dissuasion américaine, ce qui n'est pas encore le cas. Il ne s'agit pas de partager la décision de lancer ou non une attaque nucléaire. Celle-ci, la décision resterait dans les mains exclusives du président français. Souveraine. Ça serait considéré que si un pays européen était attaqué, les intérêts vitaux de la France seraient menacés, ce qui justifierait une riposte. Alors, l'un des problèmes, c'est évidemment le coût de cette extension. Parce que ça coûte très cher, la dissuasion nucléaire. Ah oui, ça représente 12% du budget de la défense. C'est pas rien. Ça fait 6 milliards d'euros par an. Alors, il y a là les coûts de fonctionnement, de stockage, de surveillance des quelques 300 têtes nucléaires que la France possède. Un stock qui a quand même été réduit de 50% depuis la fin de la guerre froide. Mais il y a aussi l'investissement. Par exemple, le renouvellement de la flotte de sous-marins lanceurs d'engins, la 3e génération. Depuis 1960, le début du programme français, les coûts cumulés sont de l'ordre de 300 milliards d'euros d'aujourd'hui, considérable. Vous dites on a 300 têtes nucléaires. Si cette dissuasion était européanisée, entre guillemets, est-ce qu'il faudrait fabriquer plus de bombes ? C'est possible. Le stock russe est bien plus important que le nôtre. Il y a 1600 têtes installées, sans compter celles qui sont dans les armoires. Le problème étant qu'en France, on a démantelé, dans les années 90, les usines de fabrication de plutonium et d'uranium enrichi qui servaient à faire les bombes. Des usines impossibles à réactiver, compte tenu des coûts que ça représenterait. Heureusement, on a quand même conservé du stock de ces matières premières essentielles. Et on pourrait donc faire participer nos voisins au coût de ce programme. Alors quant au programme lui-même, c'est pas souhaitable. C'est Bruno Tertrais, l'un des meilleurs spécialistes de l'arme nucléaire, qui le dit, parce que ça nous rendrait dépendants des autres gouvernements sur une question vitale. En revanche, c'est vrai, selon une très bonne source, Paris envisage de facturer tous les autres coûts additionnels, justement le stockage, la maintenance, la surveillance, les avions Rafale qui seraient basés en Europe, et puis les troupes stationnées pour maintenir tout ça en état de marche optimale. Le prix de la sécurité, en quelque sorte. Merci beaucoup François, il est bientôt 7h41. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.